Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cet entretien du journal télévisé de droits humains que nous accordons à monsieur Issoufou Nkanga Edmond. Il est le président du SINAMAC, syndicat des magistrats du Congo. Mesdames et messieurs, les propositions de loi organique des députés nationaux Minakou et Sakata sont au cœur de moult réactions de la part de magistrats eux-mêmes, mais également la population, la société civile, les mouvements citoyens. Nous sommes venus rencontrer le président du SINAMAC pour en savoir un peu plus de quoi est-ce qu'il reproche dans ces propositions de loi, quelles sont les conséquences qui peuvent découler au cas où ces propositions de loi venaient d'être coulées en force de loi. Alors nous sommes venus rencontrer le président du SINAMAC. Bonjour Monsieur Issoufou Nkanga. Bonjour. Merci d'avoir accepté, merci de nous recevoir chez vous. Issoufou Nkanga, 29 ans après, vous avez été reçu par le président de la République, nous avons suivi. Les différents syndicats ont été reçus par le chef de l'État. Quel a été votre sentiment, votre analyse de suite de cette rencontre que le chef de l'État vous a accordée? D'abord, le président nous a honorés. Vous les rappelez vous-même, mais ça fait plus de 30 ans que les délégués des magistrats n'ont pas pu avoir cette occasion d'échanger avec les chefs de l'État sur les questions qui intéressent le fonctionnement de la justice en général et en particulier une question aussi importante qui est celle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et donc pour nous, c'est un sentiment de joie, d'autant plus que les échanges vraiment ont été vraiment enrichissants. Et que pour nous, c'était un réel plaisir avec les chefs de l'État. Nous avons échangé sur deux points, comme je l'ai dit au sortir de cette audience. Nous avons échangé autour des dépôts des propositions de loi au niveau de l'Assemblée et également sur la situation des magistrats, là sur le plan socio-professionnel. Donc je crois que le président a été attentif puisqu'il a encore confirmé sa volonté de voir un état de droit être vraiment instauré dans notre pays. Donc je crois qu'il y a encore de l'espoir pour notre peuple. Venons-en à l'actualité, M. Issoufou. Que reprochez-vous à M. Minakou et Gary Sakata dans leur démarche? Je ne reproche rien aux députés comme parlementaires. Il y a des reproches plutôt par rapport aux propositions de loi introduites au niveau du Parlement. En quoi est-ce qu'elles fâchent? En ce qui elles violent plusieurs dispositions de la Constitution. D'abord, elles violent l'article 82 de la Constitution, en ce que ces lois ou ces propositions tendent à conférer au ministre de la Justice un pouvoir de nomination, alors que ce pouvoir est réservé au chef de l'État sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Bien sûr qu'on voudrait parler de magistrats à titre provisoire, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des magistrats. Et la Constitution est claire là-dessus, c'est un pouvoir réservé au président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. De deux, elle viole l'article 152 de la Constitution en ce que, d'abord, viole l'article 149, 151, 152, en ce qu'elle voudrait conférer au ministre un pouvoir disciplinaire qui n'est reconnu qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Elle voudrait également conférer au ministre de la Justice un pouvoir d'élaboration du budget, alors que la Constitution ne reconnaît ce pouvoir qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Et aussi, au-delà de ça, ça viole également l'esprit de la Constitution en ce que
on donne une interprétation extensive au mot autorité, tel que le mot autorité est utilisé ou repris à l'article 70 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Donc voilà, de façon un peu ramassée, et aussi on sait qu'on voudrait créer ce qu'on appelle une conférence de procureurs de la République que nous considérons comme étant un conseil supérieur de la magistrature bis. Donc, alors que la structure qui existe aujourd'hui, les conseils supérieurs de la magistrature, a difficile à fonctionner du fait de l'absence de moyens. Donc, nous ne voyons pas comment on peut encore créer cette structure qui n'a pas de sens. Puisque lorsqu'on soutient que l'idée visée, c'est de pouvoir aider les gouvernements à élaborer sa politique criminelle, nous disons non. Il appartient au nom de la séparation du pouvoir, il appartient au gouvernement de fixer la politique criminelle de l'État, quitte maintenant par des moyens qui existent déjà de les transmettre au parquet, au pouvoir judiciaire, pour que cela soit appliqué. C'est là aussi la spécificité même du système congolais, où les ministres de la Justice, en ce qui concerne la politique criminelle de l'État, s'adressent au pouvoir judiciaire, c'est-à-dire et aux magistrats du parquet et aux magistrats du siège. J'ai avec moi, je vais mettre à votre disposition un recueil des instructions et circulaires du ministre de la Justice, où il s'adresse et aux magistrats du parquet et aux magistrats du siège, par exemple en matière de la détention préventive. Et lorsque, par exemple, on définit, on dit, écoutez, il ne faudrait pas accorder la liberté provisoire en telle matière. Donc, ce sont des options levées que les gouvernements, toujours dans le cadre des collaborations entre les pouvoirs, les transmet au niveau du pouvoir judiciaire. Donc, de façon ramassée, donc, il y a d'abord, il n'y a pas d'innovation. On a repris des archaïsmes du statut des magistrats de 1988 qu'on voudrait présenter comme étant des innovations. Il n'y en a pas. Donc vous comprenez que de ces propositions de loi, il n'y a rien de bon qui peut en sortir, sauf la violation du principe de la séparation du pouvoir. Est-ce que vous sous-entendez qu'il y a une main noire, quelque chose de caché, quelque chose de non dit dans cette démarche? Non, moi je constate simplement que dans cette démarche, on viole les prescrits de la Constitution et la Constitution ne peut pas être violée comme ça. C'est-à-dire qu'on voudrait conférer au ministre de la Justice ce que la Constitution elle-même a donné à d'autres structures par voie législative. Là, il s'agit de ce qu'on appelle la fraude constitutionnelle. Donc, je me limite là, je constate simplement que l'argumentaire développé ne tient pas. Tenez par exemple, j'ai suivi un de ceux qui ont eu à déposer cette loi, dire par exemple, en donnant un exemple, non, c'est le ministre de la Justice qui reçoit des plaintes, les gens se plaignent, les juifs se plaignent de temps en temps, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il faudrait qu'on lui donne les pouvoirs pour saisir les conseils supérieurs de la magistrature. Nous disons non, il demande quelque chose qu'il a déjà, puisque l'article 28 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature reconnaît au ministre de la Justice les pouvoirs de saisir directement la Chambre de discipline. Alors, c'est un pouvoir qu'il a déjà sur base de cet article 28. Mais alors, qu'est-ce qu'il réclame aujourd'hui? Ça, c'est un des deux. Il a aussi à sa disposition l'inspectorat des services judiciaires, qui est un service spécialisé du ministère de la Justice. Et si vous lisez les statuts des magistrats, il est reconnu à ces services le pouvoir de constater les fautes disciplinaires. Ah non, après avoir constaté, ils font un rapport au ministre et celui-ci, sur base de ces rapports, peut saisir contre les magistrats, peut saisir directement la Chambre de discipline. Donc, il demande quelque chose qu'il a déjà. N'est-ce pas, par rapport à ce que le ministre est en train de demander, on dit que le pouvoir arrête quand même le pouvoir. Comme vous venez déjà de le dire, que les justiciables se plaignent. Et c'est en bon père de famille que le ministre voudrait bien avoir une mainmise sur la magistrature pour quand même permettre à ce que le travail puisse bien se passer. En quoi est-ce que le ministre pêcherait
s'il y a quand même des normes de façon claire et précise cette fois-là pour que les choses marchent. Parce qu'on constate quand même des dérapages dans le fonctionnement aussi des magistrats. Non, écoutez, je crois que nous partons d'une base, c'est-à-dire il y a un principe de séparation du pouvoir. Je voudrais revenir en arrière. Et avant de répondre à votre question, nous sommes en 2006. Les constituants décident d'affirmer les principes de séparation du pouvoir. Les constituants décident et lèvent une option, l'indépendance du pouvoir judiciaire, à cela y compris le parquet. Les constituants disent que le pouvoir judiciaire est composé des cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets y rattachés. Et il s'agit d'un principe. Mais en 2011 je vais y revenir, madame. En 2011, toujours dans le cadre de pouvoir contourner la Constitution, on initie cette réforme-là, on enlève ainsi que les parquets y rattachés pour faire dire que non, écoutez, le parquet ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Oubliant qu'il y a une option fondamentale levée en 2006, c'est-à-dire de nous aligner derrière les systèmes italiens. C'est une option. Alors, et cette option voudrait assez que, comme en Italie, que le magistrat du parquet soit réellement indépendant comme celui du siège. Comme en Italie, il est décidé que nous ayons un conseil supérieur de la magistrature composé de magistrats. Uniquement des magistrats. Ce sont des options fondamentales liées à l'indépendance du pouvoir judiciaire qui, logiquement, en application de l'article 220 de la Constitution, ne pouvaient pas être touchées. Mais malheureusement, ce qui est arrivé en 2011 est arrivé. On croyait qu'en enlevant cette incise, on avait retiré le pouvoir judiciaire du pouvoir judiciaire. Mais on n'a pas indiqué là où se trouve le pouvoir judiciaire, les parquets. Est-ce que dans l'exécutif ou dans le judiciaire? Mais puisqu'il n'y a pas de crime parfait, ils ont oublié l'article 152. L'article 152 de la Constitution dit quoi? Dit que le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Et il est composé, entre autres, de magistrats du parquet. Comment les magistrats du parquet, qui ne sont pas membres du pouvoir judiciaire, peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature, l'organe qui gère les pouvoirs judiciaires? Pour être simple, un enfant de 5e année, primaire ou des humanités, on dit, monsieur, vous êtes renvoyé de l'école. Il est renvoyé de l'école, mais on lui dit, tout en étant renvoyé de l'école, mais vous demeurez chef de classe. Alors là, il y a une contradiction. Pour être chef de classe, il faut être de cette classe. Or, c'est le cas en ce qui nous concerne. On dit que les magistrats du parquet ne sont pas membres du pouvoir judiciaire, alors qu'ils sont dans l'organe qui gère le pouvoir judiciaire. Donc, voilà en fait ce que j'ai confirmé tantôt, c'est que l'article 152 confirme l'appartenance du parquet dans le pouvoir judiciaire. Je peux encore aller beaucoup plus loin. Si vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, il est dit, et c'est également une option qui avait été élevée chez nous, c'est qu'on ne peut plus, l'existence des juridictions ne peut pas se concevoir à l'absence du parquet. C'est-à-dire qu'il est créé un parquet près de chaque juridiction. C'est-à-dire que les cours et tribunaux et les parquets sont liés. Ce sont des options levées. Donc au jour d'aujourd'hui, l'interprétation correcte de la Constitution en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, il ne faut pas se limiter à l'article 149. Il faut prendre l'article 149, 150, 151 et 152 pour pouvoir se faire une idée. Alors, se limiter au niveau de l'article 150, c'est une erreur. Puisque là, il y a ce qu'on appelle l'indépendance fonctionnelle et l'indépendance organique. Et les gens ont tendance à faire une confusion entre les principes de l'indépendance qui concernent le magistrat du parquet et les magistrats du siège et les principes de l'inamovibilité qui, lui, ne concerne que les magistrats du siège. Donc, partant de cette confusion, les gens croient que non, voilà, nous pouvons développer, oubliant l'article 152.
de la Constitution qui fait du magistrat du parquet membre du Conseil supérieur de la magistrature, organe qui gère le pouvoir judiciaire. Donc voilà, madame, donc c'est une option. Qu'on ne parle pas du droit français. Nous sommes dans la logique du droit italien. Nous sommes tous de la même famille, la famille romano-germanique, puisque l'Italie aussi est de la même famille romano-germanique comme la France, et comme nous également. Mais l'Italie ayant levé cette option, nous nous sommes dit, alignons-nous derrière l'Italie. Même la France dont on parle, s'ils suivent réellement l'actualité, ils sauront que ces mêmes débats a eu lieu en France, mais a pris fin en 1993, lorsque le Conseil constitutionnel français a confirmé, a déclaré que les magistrats du parquet français faisaient partie de l'autorité judiciaire. Et aujourd'hui, avec les réformes proposées par le Premier ministre français, on tend vers le système italien, en renforçant le pouvoir du parquet en renforçant l'indépendance du parquet par rapport à l'exécutif. Donc là, il s'agit d'un faux débat. Un faux débat. Un faux débat, par exemple, pour vous, parce qu'eux soutiennent autre chose, je voudrait bien qu'on ne soit plus dans je réponds à votre question. Il faudrait que cela soit coulé en force de loi, carrément. Non. La Constitution a réglé les problèmes. On ne peut pas régler les problèmes, contourner la Constitution par la voie législative. Ça, c'est une fraude. Pour revenir à votre question, madame, contrairement à l'Italie, les Congo, nous avons maintenu ce on peut appeler des ponts entre l'exécutif et les judiciaires. En quoi? On sait qu'on a reconnu au ministre de la Justice le pouvoir de saisir directement la chambre de discipline contre un magistrat. On sait que l'inspectorat des services judiciaires constate les fautes et partant de là, puisque c'est un service spécialisé du ministère, le ministre peut directement saisir la chambre de discipline. Il y a des ponts. Contrairement en Italie, on sait que le ministre a le pouvoir d'injonction, c'est-à-dire l'injonction positive. Là où peut-être le parquet s'est abstenu d'agir, ou là où il aurait dû agir et il n'a pas agi, le ministre peut rappeler le parquet et dire non, écoutez, ouvrez une information, vérifiez ces faits-là, c'est possible qu'ils soient infractionnels. Mais il se limite là. Mais dans la réforme proposée, on veut aller au-delà, c'est-à-dire les ministres contrôler en amont comme en aval l'instruction du parquet. Et voilà encore une autre spécificité du système congolais, contrairement à la France. Les magistrats congolais du parquet, contrairement à la France, est à la fois ministère public et juge d'instruction. Or, en France, les juges d'instruction, c'est un magistrat du siège. Donc, ce que les juges d'instruction, magistrats du siège, font en France, c'est ce que fait le magistrat du parquet congolais. Donc, nous sommes ministère public et également juge d'instruction. Mais là, le juge d'instruction est magistrat du siège. Et c'est ainsi que les constituants ont voulu équilibrer cette situation en disant non, il faut donner au magistrat le pouvoir de pouvoir investiguer, de faire son travail à l'absence de toute pression politique. Vous avez des grands dossiers qui nécessitent une indépendance, surtout vis-à-vis des pouvoirs politiques. Justement, vous voulez bien gérer les politiques? Non, pas du tout. Nous ne gérons pas les politiques. Vous gérez les justiciables, le politique en tant que justiciable. Nous appliquons les lois votées par le Parlement. Nous ne créons pas les lois. Ça, c'est un. Des deux, nous exécutons les actes réglementaires du gouvernement. Nous n'inventons rien du tout. Nous ne faisons qu'appliquer les lois de la République. Mais voilà, il y a des principes dans l'application de ces lois. La séparation du pouvoir. Vous comprenez, madame? Donc, il ne faudrait pas... vous savez, en fait, parfois, je me pose des questions. On est parti d'un état du juge. Oh non, on veut créer une république de juges. Mais lorsqu'on parle de juges, ce ne sont pas les magistrats du parquet. Ce sont les magistrats du siège. Alors maintenant, mais là, on s'attaque aux magistrats du parquet. Mais en réalité, on ne s'attaque pas simplement aux magistrats du parquet, mais on voit également les magistrats du siège, d'où l'indépendance est mise en mal. Alors donc, c'est pourquoi nous devons être vigilants. Parce que lorsqu'on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, madame, ce n'est pas un pouvoir, une indépendance dans l'intérêt du magistrat. Non, c'est dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice.
Voilà, madame. Donc, c'est pourquoi c'est l'affaire de tout le monde. Monsieur Issofa, vos sorties médiatiques, votre opposition, vos positions, la position de plusieurs magistrats, en tout cas la quasi-totalité, n'est pas d'accord avec ces propositions de loi. Vous avez également initié une pétition. Où est-ce que nous en sommes avec la pétition? Devrions-nous constater qu'avec votre rencontre avec le chef de l'État qui vous a promis son accompagnement, est-ce déjà un oui par rapport à une éventuelle, je me dis, lorsque cette pétition, soit qu'il vous réserve déjà une bonne suite lorsque vous allez aboutir à cette démarche de pétition? Où est-ce qu'on en est un peu avec la pétition? Nous avons déposé notre pétition au niveau de l'Assemblée où nous avions eu à examiner article par article. Nous avons démontré l'inconstitutionnalité et l'inopportunité de ces propositions de loi. Nous avons fait notre part pour essayer de rencontrer tout le monde sur le plan des idées, puisque nous n'inventons rien, nous ne racontons pas des bêtises, mais nous sommes dans la stricte logique de rencontrer les argumentaires. Nous avons déposé notre pétition au niveau de l'Assemblée. Nous attendons voir l'Assemblée, puisque nous attendons à ce qu'on puisse mettre fin à cette histoire, à ce que nous qualifions d'aventure, puisque ça nous amène nulle part. Et c'est la même démarche également. Nous avons été voir le chef de l'État en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions tel que prévoit l'article 69, pour qu'ils comprennent que ce qui se passe présentement entrave le bon fonctionnement des institutions et qu'il y a lieu qu'ils puissent intervenir. Mais cela, madame, ne nous arrête pas. Nous sommes déterminés, nous allons poursuivre avec d'autres activités et d'autres actions. Oui, parce que... Puisque vous allez nous accompagner et vous verrez vous-même que nous sommes décidés. Puisque la grande muette va devenir d'ici là la grande bavarde. Justement parce que les gens se disent, en tout cas la société, les langues c'est de lit comme quoi le combat par rapport aux propositions de loi, le débat doit se dérouler au sein de l'hémicycle. Donc laisser aux députés de pouvoir juger de l'opportunité ou pas. Et ce sont eux qui ont cette compétence également constitutionnelle de pouvoir dire si oui ou non telle proposition est opportune ou pas. Madame, je ne suis pas d'accord avec cette logique. Pour la bonne et simple raison, la mission de dire le droit revient aux cours et tribunaux. Mais on a vu les parlementaires pratiquement 2 ou 3 jours en train de parler. Ils ont pratiquement pris la chaîne nationale en otage, en train de débattre sur les décisions des juges, sur les activités des cours et tribunaux. Alors là, je vais vous rétorquer en disant, mais pourquoi on ne laisse pas les pouvoirs judiciaires travailler à tout moment alors qu'il y a des voies de recours? Mais on est en train d'insulter à gauche et à droite. Et on a vu, exemple, ce qui s'est passé hier. On a vu des gens au parquet près de la Cour de cassation. Mais pourquoi n'ont-ils pas laissé les pouvoirs judiciaires faire son travail et attendre chacun chez lui à la maison? Donc nous disons simplement, madame, il s'agit là d'un devoir citoyen, de dire, attention, on est en train de violer la Constitution. Arrêtez, puisque ça nous amène nulle part. Et comme je l'ai dit tantôt, et je l'ai dit une fois, bien sûr, sur un des plateaux de télévision, vous savez, madame, nous devons nous apprendre et chercher l'intérêt général. L'intérêt général aujourd'hui, pour notre peuple, c'est que nous puissions avoir des textes de loi stables. Nous n'avons pas besoin, puisque nous allons passer. Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Je pense qu'il est temps, il faut qu'il y ait un sursaut de la part de l'élite de notre pays pour que nous voyions l'essentiel. Madame, nous sommes en plein état d'urgence. Quelle a été la nécessité de pouvoir passer une loi organique, s'il vous plaît? Une loi organique. J'en vois pas. Et si elle arrivait quand même à passer ces propositions, que l'Assemblée nationale adoptait ces lois et que le chef de l'État arrivait également à les promulguer? Madame, je prends les choses étape par étape. Justement, on est en train d'entrevoir seulement, on est en train d'entrevoir l'avenir. J'ai dit, notre combat ne va pas s'arrêter, on ne sait pas. Non, notre combat va s'arrêter au jour où on mettra fin à ces propositions de loi. Peu importe le temps que cela prendra,
mais la détermination des magistrats restera intacte. Et nous allons prendre les choses étape par étape, madame. Donc, nous n'allons pas nous décourager, ne vous en faites pas. Et d'ailleurs, au-delà de magistrats, c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est toute la nation. Puisque vous savez, en fait, la justice est rendue au nom du peuple. Ce n'est pas au nom des magistrats, c'est au nom du peuple. Les institutions restent, même si les hommes passent, Monsieur Youssoupha Nkanga. Étant magistrat, en tant que magistrat, quelle notion donnez-vous au terme état de droit? Vous savez, madame, je l'ai dit aujourd'hui, l'état de droit, c'est un état où il y a primauté du droit, primauté de la loi, où tout le monde est en dessous de la loi, personne au-dessus. C'est-à-dire, y compris nos magistrats, nous sommes en dessous de la loi. Et la loi doit être appliquée pour tout le monde et de la même manière. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est respecter les textes de loi. L'état de droit, c'est avoir des lois impersonnelles. Où 10 ans, 20 ans même après, les gens vont se retrouver. Mais si vous avez des lois qui ne sont pas impersonnelles, qui sont taillées par rapport aux circonstances, là, ce n'est plus un état de droit. Je vous donne un exemple. Je suis aujourd'hui magistrat. Mais je dois me dire que demain ne m'appartient pas. Un jour, je peux me retrouver de l'autre côté de la barre. Mais si aujourd'hui, je mets les choses à ma manière, mais le jour où je vais me retrouver de l'autre côté, ce sont la même situation, c'est la même situation que j'ai laissée qui va être appliquée à moi. Donc j'ai intérêt aujourd'hui d'avoir des textes de loi. Tout Congolais a besoin de voir des textes de loi qui soient neutres. Et nous avons besoin d'un pouvoir judiciaire qui soit incolore, inodore et insipide, c'est-à-dire réellement apolitique et qui ne doit pas à tout moment être instrumentalisé et un parquet qui ne peut être caporalisé. Voilà, c'est ça la conception que moi je donne d'un état de droit. Pensez-vous que le pouvoir actuel est en même de pouvoir atteindre cet idéal? Le pouvoir actuel, qu'est-ce que vous attendez par le pouvoir actuel? Puisque le pouvoir judiciaire fait partie du pouvoir actuel. Je parle du pouvoir politique. Je dis simplement que nous avons des textes. Et les hommes politiques doivent savoir que nous devons appliquer ces textes. Chez nous, au pays, moi je suis convaincu, madame, avec une petite dose de volonté politique, ce pays peut décoller. Monsieur Youssoupha Nkanga, nous avons vu à Bukavu, dans le Grand Bandundu, il y a eu marche des magistrats. Mais jusqu'ici, aujourd'hui, à Kinshasa, il n'y a pas encore eu un mot d'ordre. À quand la probable marche si vous y tenez? Il n'y a pas que ces deux provinces. Il y a également à Mbandaka, les magistrats ont réagi. Oui, oui. Il y a également à Kananga, les magistrats ont réagi. En Bujimaï, même. Mais nous disons simplement, c'est question de stratégie. Vous allez découvrir chaque jour nos stratégies et nous allons vous appeler puisque vous allez nous accompagner. Et vous verrez ce que Kinshasa va aussi faire puisque le problème, c'est que nous n'allons pas tout mettre sur la place publique. C'est question de stratégie. Monsieur Youssoupha Nkanga, vous êtes magistrat. Le pouvoir judiciaire vient de connaître un cas, un autre décès. Vous venez de perdre le président de la Cour de cassation. Quel témoignage vous gardez de ce monsieur? Pour nous, c'est une grande perte. Vous savez, les peu de temps qu'il est resté à la tête, il a pu impulser une nouvelle vision des choses, puisqu'il a libéré la parole au sein du pouvoir judiciaire. Il a libéré les activités syndicales qui avaient été bloquées. Et avec lui, vous voyez qu'il y avait une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de faire et une nouvelle façon d'agir. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement, que gloire lui soit rendue à notre Dieu qui a pris ce qu'il a donné. Donc, mais pour nous, c'est vraiment une grande perte. Et juste au moment où on avait besoin de toutes les idées pour mener à bon port ces combats, voilà, il vient de nous quitter. Mais nous lui rassurons que la lutte continue et qu'avec notre détermination, les bonnes choses vont être confirmées. Monsieur Youssoupha Nkanga, vous avez peur de vous être engagé dans cette lutte? Vous êtes pratiquement le miroir, vous êtes
Au-devant pratiquement de toutes les initiatives des différents mouvements syndicaux, êtes-vous rassuré de votre sécurité physique personnelle? Madame, j'ai toujours dit que il se pose un problème de sécurité pour tous les magistrats. Ma personne importe peu. Ce qui importe, c'est l'intérêt général. Si chacun devait se regarder et donner trop d'importance à soi-même, les choses n'avanceraient pas. Je ne suis pas seul, je suis dans un groupe et nous sommes un groupe et nous allons nous battre ensemble. La sécurité, je me dis, la première sécurité d'abord c'est Dieu qui la donne. Donc, et puis aussi, puisqu'on croit à ce qu'on fait et puisqu'on est dans le bon et dans le juste, puisque nous sommes serviteurs de Dieu de par la volonté du Seigneur. Et par conséquent, nous ne pouvons pas avoir peur, puisque lui-même, il est notre gardien. Vous toucherez le corps physique, mais l'âme, vous ne la toucherez pas. Donc vous êtes prêt à tout. Merci beaucoup, Monsieur Issoufou Nkanga, de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous également, amis téléspectateurs du journal télévisé de droits humains, de nous avoir accordé de votre attention. Nous serons là pour pouvoir vous donner l'évolution de choses par rapport à ces propositions de loi qui sont en plein débat au niveau de l'Assemblée nationale et puis justement et aussi toutes les actions qui seront menées à l'extérieur de l'hémicycle. Nous serons dispo, nous serons toujours là pour pouvoir vous donner l'actualité à la source. Nous vous disons merci et nous vous retrouvons prochainement avec le même plaisir. Au revoir.